Bonjour et merci de nous retrouver donc pour ce nouveau webinaire, un webinaire Agias Patrimoine qui sera consacré aujourd'hui à la Chine et au marché chinois. Alors, faut-il encore investir dans des allocations d'actifs, dans des fonds donc sur le marché chinois au sein des contrats d'assurance vie et de capitalisation? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec ce thème de notre nouveau webinaire, investir sur les marchés chinois. Alors, la machine est-elle enrayée? C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités ici présents. Alors, ici présent, tout est relatif puisque au passage, je remercie effectivement le studio, Simon, puisque nous avons Jessica de BNP Paribas Asset Management qui est avec nous, mais de Hong Kong, en direct live. Jessica, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour tout le Bonjour. monde. Il est quelle heure à Hong Kong aujourd'hui? Il est 16h30. Eh ben, parfait. Eh bien, donc, effectivement, avant de vous laisser vous présenter, déjà, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir en studio Yingying Wu. Yingying, vous êtes Portfolio Manager for China Investment chez DNCA Investment. Et donc, avec vous, nous explorerons le marché chinois à travers votre fonds DNCA Investment Sustainable China Equity. Bonjour, Yingying. Bonjour, avec plaisir. J'aurai également le plaisir, on vient de la présenter à l'instant, de Hong Kong, d'échanger avec Jessica Théa. Jessica, vous êtes Investment Specialist Asia Pacific and Greater China Equity. Et avec vous, nous explorons le marché chinois à travers votre fonds, BNP Paribas Fund China Equity. Bonjour Jessica. Bonjour Joachim, Voilà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, on a toujours un petit délai de latence, mais c'est le live, c'est ce qui crée effectivement la réalité. Effectivement. Enfin, Stéphane Vontron, donc vous êtes directeur commercial distribution chez JP Morgan Asset Management. Et avec vous, autour de votre fonds, donc JP Morgan China HR Opportunities Fund, nous irons découvrir tout l'intérêt et le potentiel du marché chinois. Donc, avec vous trois sociétés de gestion, trois convictions fortes sur la Chine. Mais avant cela, quelques éléments, quelques données de contexte pour introduire ce webinaire sur la Chine. Alors, avec le slide qui va s'afficher dans quelques instants, à mes côtés, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. 16% du produit intérieur brut mondial, ce qui est relativement conséquent, 19% de la population également mondiale, et un point sur lequel on va revenir effectivement dans quelques instants, 42% de croissance mondiale au cours de la dernière décennie. Alors quand on regarde, on va revenir effectivement quelques instants, effectivement, ou quelques années, voire quelques siècles en arrière, projetons-nous 200 ans en arrière, 1820. Eh bien là, le visage du monde était totalement différent puisque au niveau du PIB, au niveau du produit intérieur brut mondial, la Chine caracole en tête avec 33% du PIB mondial versus les États-Unis avec 2%, donc un tiers, c'était la Chine en 1820. 150 ans, 160 ans plus tard, plusieurs crises financières, deux guerres mondiales, on se retrouve en 1980. Là, en 1980, c'est la Chine qui se retrouve avec 2% de ce PIB. Les États-Unis, 22%. Et là, chose importante, et vous nous en parlerez certainement aujourd'hui sur cette croissance inexorable, cette progression finalement de la Chine en 40 ans, de 1980 à aujourd'hui, en 2019, finalement la tendance est inversée. La Chine a récupéré ce retard puisqu'aujourd'hui, elle se présente en pole position avec 19% effectivement du PIB mondial versus aujourd'hui les États-Unis à 15%. Donc certainement un élément important, un élément phare aujourd'hui de la Chine, mais pas seulement. Puisque quand vous voyez effectivement le slide qu'on projette à l'instant à mes côtés, One Belt, One Road, finalement une ceinture, une route, c'est bien évidemment la réouverture de la nouvelle route de la soie insufflée et poussée par la Chine aujourd'hui. Alors cette nouvelle route de la soie voulue et souhaitée par le gouvernement chinois, ça a été présenté en 2013, ça a même été inscrit à la constitution du Parti communiste chinois en octobre 2017. C'est l'un des projets certainement les plus ambitieux de Xi Jinping, annoncé en 2013. L'objectif, il est bien évidemment bien avoué, c'est de connecter au niveau des infrastructures terrestres, au niveau des infrastructures maritimes également, mais pas seulement, de connecter l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Alors quelques chiffres, on va égrener quelques chiffres juste pour vous donner un petit peu l'ampleur. Aujourd'hui, ce projet, c'est plus de 1200 milliards de dollars de coûts estimés. C'est une route maritime de 24 000 km, un transsibérien de 9 288 km, une voie express de 7 000 km et enfin une voie ferrée de 11 300 km. Donc un projet colossal qu'on évoquera très certainement, mais qui donne là, dès à présent, qui pose le décor. C'est une vraie volonté aujourd'hui pour la Chine d'être au premier plan de l'économie mondiale. Alors avant effectivement de laisser la parole à Jessica, à Stéphane et à Yingying, je vais vous laisser effectivement faire un premier tour de table, vous présenter. Jessica, vous nous faites le plaisir d'être avec nous en duplex live de Hong Kong.
Vous rejoignez BNP Paribas, donc Asset Management en 2014. Jessica, quelques mots sur vous et quelques mots sur BNP Paribas AM aujourd'hui. Merci Joachim. Je m'appelle Jessica Théa, je suis basée à Hong Kong effectivement depuis octobre 2014 et donc j'ai eu l'occasion de voir grandir nos équipes de gestion. Donc je travaille en étroite collaboration avec nos équipes Action Chine et Action Asiatique. Donc BNP Paribas Asset Management, c'est une grande maison qui gère plus de 480 milliards d'euros sous gestion. La maison bénéficie d'un maillage international très vaste, donc mis en œuvre par plus de 3000 collaborateurs, dont 500 professionnels de l'investissement. Donc on est répartis dans 37 pays. Il y a vraiment deux aspects qui font donc la force de notre maison. Un, c'est le fait que l'on soit un des pionniers de l'investissement durable. Donc, l'intégration ESG fait partie intégrante de nos processus d'investissement. Nous avons également des ressources en place qui travaillent en étroite collaboration avec nos équipes de gestion. Et la deuxième force, c'est vraiment l'empreinte internationale, enfin la multiculturalité de nos équipes. Donc, par exemple, nous avons une équipe dédiée aux actions émergentes basée à Boston, une équipe indonésienne à Jakarta, une équipe malaisienne à Kuala Lumpur et une équipe chinoise, donc basée à Hong Kong et à Shanghai. D'accord, merci Jessica. Alors, même chose, je me tourne aujourd'hui vers Yingying. Donc, vous intégrez DNCA Investment en 2015. Alors, quelques mots justement sur vous, Yingying, et sur DNCA Investment. Oui. Donc, j'ai rejoint DNCA tout d'abord dans l'équipe Action Croissance aux côtés de Karl Offray et Rajesh Verma. Et depuis fin 2020, donc, avec DNCA qu'on a lancé un fonds Chine, donc je suis devenue co-gérante de ce fonds. Quelques mots rapides sur la maison DNCA. Donc, c'est une boutique de gestion d'actifs qui a été créée en 2000. Et aujourd'hui, nous gérons à peu près 28 milliards d'encours sous gestion avec plus de 50 personnes de gérants et analystes basés à Paris. Et on couvre six expertises, y compris actions, et aussi on est très engagé sur le domaine de ESG, donc on a l'objectif de labelliser tous nos fonds en ISR. Et aussi, historiquement, je crois que c'est une maison qui est plus reconnue pour l'Europe et aussi value. Et on s'est bien diversifié depuis. Donc aujourd'hui, on est à la fois croissance, value et croissance. Et l'Europe est globale, notamment avec ce dernier lancement du fonds Chine. D'accord. On verra justement tout à l'heure le SG ensemble. Hein. On a quelques questions justement autour de ce sujet avec vous, Yingying. Donc je me tourne pour terminer ce rapide tour de table vers Stéphane. Donc Stéphane, vous rejoignez donc en 2014 également JP Morgan Asset Management. Alors 2014-2015, on voit grosse année de recrutement pour les sociétés. Très excellente année d'ailleurs, que des recrutements de qualité, hein, on peut le dire. Alors Stéphane, quelques mots sur vous et quelques mots sur les dernières actualités de JP Morgan Asset Management. Ouais, merci Joachim. Effectivement. J'ai rejoint JP Morgan pour monter en fait une équipe de distribution que j'ai toujours la chance et le plaisir d'animer au quotidien, hein, avec Audrey Poli, Alexis Jarnoux, Louis Charnero, que nos amis conseillers connaissent et subissent au quotidien, j'espère le plus souvent possible. Et c'est vrai que nous avons la chance d'animer cette offre d'une maison qui est à la fois une maison très grande, puisqu'on a plus de 2600 milliards d'actifs sous gestion, et qui représente aussi une antériorité, une forme de tradition, puisque le groupe, alors la plus ancienne entité du groupe remonte au XVIIIe siècle, alors on aime bien s'accaparer un petit peu les acquisitions, il faut dire ce qui est, mais ceci étant dit, le groupe JP Morgan Asset Management, enfin le groupe JP Morgan, pardon, est présent en France depuis 1868, donc, et ce sans discontinuer, donc une véritable pérennité. Je pense que c'est également un baromètre important, hein, quand on se positionne sur l'investissement, et puis bien évidemment, ce qu'on peut mettre à disposition au-delà de la taille des encours et de l'antériorité, c'est bien évidemment cette expérience d'investissement, cette qualité de recherche qui est reconnue, que nous proposons sur la place en règle générale à nos confrères et bien évidemment que nous utilisons pour nos propres gestions. Et donc c'est vrai qu'on a la chance d'aligner plus de 1000 gérants et analystes qui sont implantés dans 20 pays et qui ont un maillage extrêmement fin de l'ensemble des actifs qui nous permettent de communiquer auprès de nos amis conseillers de la manière, je dirais, pas la plus indépendante, mais en tout cas la plus neutre possible, sans avoir de biais pour proposer une classe d'actifs ou une autre, un style de gestion ou une autre, parce que
globalement, on a tout dans le catalogue et donc ça nous permet d'avoir quelque part une approche de conviction au sein de cette gamme et de proposer régulièrement 5 ou 6 produits à nos amis conseillers au sein des plus de 150 fonds commercialisables sur le marché français. Et la Chine, bien évidemment, avec China iShares Opportunities, en fait partie. Voilà, exactement, c'est ce qu'on va voir donc, avec vous trois, en tout cas, mesdames, messieurs. Donc, merci en tout cas pour ces chiffres, effectivement, ces données synthétiques très claires. On va tout de suite, effectivement, ouvrir le débat. Alors, on va démarrer par Jessica. Jessica, premier thème à aborder, la Chine. Finalement, la Chine, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui ce qui fait, et je le présentais tout à l'heure dans les chiffres qu'on a vu en introduction, ce qui fait du modèle chinois aujourd'hui un modèle économique pas comme les autres? Effectivement, la Chine aujourd'hui, comme vous le savez, est la deuxième plus grande économie mondiale, en passe de devenir la première. Selon les estimations du FMI, d'ici 2030, la Chine devrait détrôner les États-Unis. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, permettez-moi de vous donner quelques chiffres au sujet de cette puissance chinoise. Alors, la Chine, c'est 18% du PIB mondial. La Chine, c'est aussi 12% de la consommation mondiale, 12% des échanges mondiaux. Si on regarde le marché actions domestique, la Chine, c'est 12% de la capitalisation boursière mondiale. Et même côté vert, la Chine affiche encore des chiffres records puisque la Chine est le pays le plus grand, le plus grand producteur d'énergie solaire et d'énergie éolienne. La Chine, c'est aussi le plus grand émetteur d'obligations vertes. Donc, évidemment, la liste est longue et c'est aujourd'hui difficile pour les investisseurs d'ignorer cette partie du monde qui continue de générer une très belle croissance. Alors, la Chine, c'est aussi une économie qui est atypique puisque la Chine, c'est une économie socialiste de marché où l'État joue un rôle prépondérant pour promouvoir certains secteurs notamment. Et elle a connu vraiment une intégration extrêmement rapide dans la mondialisation. Donc avant 2008, lors de la crise financière, l'économie était connue pour être l'atelier du monde. Donc essentiellement focalisée sur les exportations, les investissements, l'infrastructure. Et depuis 2008, on a observé donc un changement majeur, un changement structurel de son modèle économique, puisque les autorités chinoises souhaitent développer son marché domestique en encourageant la demande intérieure. On parle même de stratégie de circulation duale où le gouvernement a pour ambition de trouver un rééquilibrage entre la consommation intérieure et la demande extérieure. Alors justement, mais au-delà... Voilà, justement, je vais rebondir, Jessica, sur ce point et je vais revenir et on reviendra vers vous sur cette partie. Mais je vais tout de suite poser une question à Stéphane, enfin, parmi toutes les questions qui nous ont été remontées par nos partenaires en amont, et il y en a beaucoup, tout à fait en amont de ce webinaire consacré à la Chine. Alors justement, Jessica vient d'évoquer l'État, l'omniprésence de l'État, alors toujours un peu sous, on va dire, couverture de bienveillance, mais est-ce que finalement aujourd'hui, pour un investisseur, est-ce que ça ne vient pas un peu brouiller la vision qui est nécessaire à tout investisseur, cette omniprésence de l'État ? Je dirais que c'est plutôt l'actualité, c'est le front de l'actualité qui est un peu anxiogène de ce point de vue-là, puisqu'on voit que l'évolution récente, alors plus ou moins récente, à la fois, je dirais, les mesures plus prudentes, la contraction de la liquidité, qui commencent à connaître leurs effets, on reparlera du cas Evergrande, mais en tout cas sur l'ensemble du marché de l'immobilier, qui produisent leurs effets aujourd'hui, et puis surtout, effectivement, les mouvements à 180 degrés perçus par les investisseurs internationaux, notamment sur le secteur de l'éducation, qui changent de visage du jour au lendemain. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez inquiétant, mais vu de l'extérieur. Alors c'est très important parce que c'est ce qui fait le différentiel de liquidité sur le marché chinois et ça a eu un impact significatif sur la performance boursière. Mais néanmoins, il faut avoir en tête que d'un point de vue investisseur, et je ne porterai pas de jugement par ailleurs, mais d'un point de vue d'investisseur occidental, ça offre une certaine forme de lisibilité, puisque quelque part, ces éléments qui sont pour une grande partie qui s'inscrivent dans le plan quinquennal précisément pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs chinois et développer cette consommation intérieure évoquée par Jessica, sont au programme. Et force est de constater que lorsque c'est au programme, le niveau de contestation fait que la probabilité que ça rentre en application est très élevée. Et donc ça offre une forme de lisibilité. Alors bien évidemment, quand on le perçoit de plus loin, c'est anxiogène, mais en revanche, ça offre une certaine forme de lisibilité dans l'investissement. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'aléa, en termes de réglementation, la présence de l'État, finalement, et quelque part, le risque réglementaire n'est pas le monopole de la Chine. On peut penser au choc de réglementation concernant les GAFA aux États-Unis, qui quelque part offre un niveau d'incertitude plus élevé encore. D'accord. Alors justement, je me tourne vers Ying.
Sur ce sujet-là, notamment la Chine, alors on l'a vu, elle nous a été vendue à tour de bras, effectivement, investir sur la Chine, c'est intéressant, etc. Or, la Chine, on vient de parler de l'État, elle décide d'interdire effectivement les investissements étrangers dans l'éducation. Là, les marchés dévissent. Alors finalement, on est aujourd'hui quasiment en territoire négatif ou quasi négatif. Est-ce que finalement la Chine ne reste pas non plus qu'un mirage ou pas ? Non, c'est définitivement pas un mirage. Je pense que c'est important de revenir sur ce qui s'est passé sur le marché chinois depuis le début de l'année. Donc, vous avez évoqué le problème dans l'éducation. Donc, c'est vrai que le soutien scolaire aujourd'hui est vraiment endetté pour le capital privé. Et c'est vrai que les sociétés qui sont relativement, même si c'est petit en termes de représentation pour le marché chinois, mais ils sont plus connus pour les investisseurs parce qu'ils sont cotés aux États-Unis. Mais il y a aussi le plus gros partie de réglementaire, c'est plus sur le secteur Internet. Donc, il y a plusieurs sujets qui ont été traités. Donc, il y a les pratiques concurrentielles, il y a les conditions de travail pour les livreurs, il y a la protection de données, il y a la protection pour mineurs qui concerne les jeux en ligne. Et aussi, à côté de l'Internet, on a vu également la santé et l'immobilier qui ont été touchés, puisque les autorités chinoises ils veulent mieux contrôler le coût pour le système de santé et aussi le prix immobilier qui ne cesse de progresser ces dernières années. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut absolument que je vous en parle aujourd'hui. C'est cette nouvelle agenda qui s'appelle la prospérité commune. Je pense que vous avez certainement dû beaucoup lire sur ce sujet dans la presse. En fait, ça, je l'appelle un changement majeur stratégique qui arrive peut-être tous les 30 ans, 40 ans. La dernière fois, c'était dans les années 80. Quand la Chine a décidé d'ouvrir son marché au monde, donc le dirigeant de l'époque, qui s'appelle Deng Xiaoping, il avait une fameuse phrase pour encourager ça, c'est qu'on peut se permettre une partie de la population s'enrichir et après ils vont aider le reste du pays d'atteindre l'objectif ultime de la prospérité commune. Sachant que c'est une phrase à l'époque, la société était vraiment communiste et socialiste, donc c'était audacieux. Et aujourd'hui, après toutes ces années d'enrichissement de l'économie chinoise, donc un des principaux bénéficiaires de la globalisation, donc on arrive enfin à cette phrase de prospérité commune. Donc, le focus pour le pays est vraiment passé par la pure création de richesse au partage de cette richesse de ces dernières années. Donc, ça, c'est vraiment le fond de tout ce qui s'est passé au travers de ces secteurs privés. D'accord. Alors justement, Ying, cette volonté aujourd'hui donc de partage, vous parliez tout à l'heure de prospérité, vous parliez de santé, et justement on va aborder une des thématiques, c'est bien sûr les différentes crises, crise sanitaire, crise politique et crise financière. Justement avec vous, Ying, donc la Chine premier de la classe dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 aujourd'hui. Alors finalement, est-ce que cette crise n'a pas plutôt révélé des faiblesses ou est-ce qu'elle a révélé des forces au niveau du modèle chinois ? Je pense tout d'abord, donc la Chine était première entrée dans la crise et première sortie en espèces de seulement quelques mois. Donc ça a bien montré les forces du modèle chinois, ça veut dire constance de leur politique. Et aussi une vision long terme et aussi capacité de réagir très vite et capacité de prendre des gens compétents pour la gestion de crise. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour conclure la première phase de la gestion de crise. Mais maintenant, je pense qu'on est rentré dans la deuxième phase et je pense à la fin, c'est vraiment l'innovation qui va nous aider de vraiment s'en sortir. Donc sur ce point-là, on voit bien que la France aujourd'hui, la situation stabilise vraiment grâce à quoi? Grâce à vraiment à la vaccination avec un bon vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, le taux de vaccination est très élevé, ça s'approche de 80%, mais le problème, c'est que malheureusement, le vaccin chinois sont un peu moins efficaces. Donc, à la fin, c'est vraiment l'innovation. Donc, aujourd'hui, en Chine, il y a de plus en plus de sociétés innovantes dans la santé. C'est pour ça que ça fait partie aussi de nos thèses d'investissement, mais on n'est pas encore là. Mais la bonne nouvelle, c'est que il paraît qu'il y a un vaccin qui applique aussi la dernière technologie, le ARN messager, qui est en dernière phase clinique. Donc, croisons les doigts que ça va marcher. Et enfin, la Chine va complètement normaliser la vie du peuple et aussi la normalisation des voyages internationaux. D'accord, donc effectivement, on verra effectivement toute cette partie secteur, innovation justement donc, dans quelques instants sur nos autres questions. Alors, on parle effectivement de la crise sanitaire de la Covid-19.
aujourd'hui et encore ce matin effectivement dans la presse. Alors est-ce que ça va être le nouveau Lehman Brothers chinois? Bien évidemment, le géant chinois de l'immobilier, hein, Evergrande, vient de suspendre, donc là je me tourne vers Jessica, hein, à la bourse de Hong Kong, donc vient de suspendre ses opérations à la bourse de Hong Kong. Alors la Chine et Evergrande, aujourd'hui, 30 jours de grâce ou 30 jours d'incertitude pour les marchés? Effectivement, on a observé un regain d'inquiétude autour d'Evergrande parce que c'est quand même le géant de l'immobilier qui cumule une dette colossale de plus de 300 milliards de dollars. Son poids économique n'est pas négligeable puisqu'il génère plus de 3 millions d'emplois et comme vous l'aviez très bien dit, son cours a été suspendu à la bourse de Hong Kong récemment. Donc on comprend l'inquiétude des investisseurs. Alors effectivement, il y a des risques à surveiller de très près, à savoir si le gouvernement ne surestimerait pas son pouvoir. En même temps, il faut aussi comprendre que le gouvernement souhaite assainir le marché obligataire et limiter l'aléa moral, comme l'a très bien souligné Stéphane. Donc maintenant, grande question, est-ce que Evergrande va déclencher une crise financière systémique équivalente à celle de Lehman Brothers? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions macroéconomiques très importantes? Alors aujourd'hui, beaucoup de spécialistes, nous-mêmes inclus, n'y croient pas trop. Parce que, alors déjà, ce n'est pas nouveau. Evergrande a déjà été reprise par le gouvernement il y a quelques années, en 2018 notamment. Et surtout, il y a 3 raisons qui nous amènent à penser que Evergrande ne sera pas le Lehman Brothers de demain. Premièrement, son passif, donc 300 milliards, comme je l'évoquais en début de réponse, paraît important. Mais le coût aujourd'hui est gérable par rapport à la taille du secteur et par rapport à la taille des actifs bancaires. Si vous regardez donc le marché obligataire chinois, enfin onshore, Evergrande et ses filiales doivent 52 milliards de yuan, donc onshore, soit environ 0,2% du total du marché. Donc, le secteur bancaire, le secteur de l'immobilier peuvent absorber le choc. Deuxième point, l'endettement des ménages et des banques en Chine est très différent de ce qui s'est déroulé aux États-Unis. Durant la crise financière, aux États-Unis, tout le système était surendetté. Donc les banques, les intermédiaires, les acheteurs de biens, les facilitateurs, etc. En Chine, seuls certains développeurs comme Evergrande sont surendettés. Mais si vous regardez la majorité des promoteurs immobiliers en Chine, si certains sont relativement endettés, ils le sont à un niveau relativement raisonnable. Et troisième point assez important, c'est que cette pression sur Evergrande ces derniers mois sont vraiment la résultante des mesures de durcissement du gouvernement sur ce secteur, ce qui voudrait dire qu'elles pourraient être potentiellement donc inversées si le gouvernement décidait d'assouplir de manière sélective ces restrictions. Alors évidemment, une chose est sûre, c'est que le gouvernement chinois ne souhaite pas apparaître comme le maître d'œuvre d'un plan de sauvetage pour Evergrande. Cela dit, Pékin souhaite à tout prix éviter les retombées brutales d'un défaut de paiement. Donc l'idée, c'est vraiment d'empêcher cet effet domino et cette propagation de la crise au reste de l'économie, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier représente tout de même 40% de l'épargne des Chinois. Donc on devrait s'attendre à de potentielles actions plus concrètes de la part du gouvernement sur la restructuration de la dette, comme ce qu'ils avaient appliqué dans le passé pour d'autres acteurs. Récemment, la Banque centrale, donc la PBOC, a injecté des liquidités et on devrait également s'attendre à ce que le gouvernement pousse d'autres développeurs à prendre en charge les projets d'Evergrande et donc de terminer la construction pour dégager plus de trésorerie et donc essayer de résoudre ces problèmes de dette. Alors évidemment, on surveille de très près l'évolution d'Evergrande, mais en tout cas, les scénarios catastrophiques d'Evergrande, selon nous, n'ont pas lieu d'inquiéter. D'accord, donc des craintes, mais des craintes sous contrôle finalement. Et justement, vous parliez tout à l'heure de gouvernement. Alors, on parlait du gouvernement certes chinois. On va parler là un peu plus politique, crise politique avec Stéphane. Bien sûr, USA versus Chine. Alors, on savait que Trump était jusqu'à présent anti-Chine. Hein, il s'en est jamais caché ouvertement. Aujourd'hui, nouveau gouvernement, le gouvernement Biden. Alors, est-ce qu'on est toujours dans la même continuité de ces relations politiques et commerciales avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine, ou finalement, on est sur le même trend, mais en plus courtois? C'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, la forme a changé. On l'a tous constaté. Hein. Il y a moins de brutalité, il y a moins de tweets ravageurs, mais le fond reste le même. Ouais. Très clairement, c'est-à-dire que Jessica l'a évoqué. Globalement, le sujet, c'est que l'économie chinoise va devenir la première économie mondiale à horizon 2030. Alors,
Si on est optimiste selon le point de vue dont on se place, ça sera 2028, ça sera 2032. La seule question, c'est la date. Mais il faut avoir en tête que l'administration américaine, et je parle bien de l'administration américaine, quelle qu'elle soit, a pour objectif de gagner chaque trimestre, chaque année compte, pour préserver le leadership. Et donc, ça se fera sous une forme différente, plus courtoise, mais néanmoins, la volonté stratégique est la même. Il faut avoir en tête aussi que d'un point de vue électoral aux États-Unis, comme dans l'ensemble des démocraties occidentales, il y a une véritable scission, une fracture entre les deux camps qui s'opèrent. Il y a un sujet qui rassemble tout le monde, il faut dire ce qui est, c'est la crainte de la Chine. Et les démocrates et les républicains se rejoignent avec des taux assez similaires, en fait, pour la poursuite de l'affrontement assez brutal avec la Chine et pour la conservation le plus longtemps possible de l'hégémonie économique mondiale. Et donc, très clairement, le programme reste le même. Un des baromètres de ce point de vue-là sont les fameux executive orders qui restreignent la capacité des épargnants et des investisseurs américains et occidentaux de traiter sur des certificats aux États-Unis. Eh bien, le programme mis en œuvre par Trump n'a pas été remis en cause et il a même été développé. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que ça sera plus souple, mais la direction est très clairement la même. Donc, il faudra s'attendre à ce que ça continue à mettre de la pression sur le marché dans les années à venir. D'accord. Alors, nouvelle thématique, et merci en tout cas Stéphane pour cet éclaircissement États-Unis versus Chine. L'ESG, bien sûr, alors un thème qu'on aborde, on abordait encore ce thème au Salon Patrimonial, le grand salon, la grande messe, effectivement, il y a quelques jours. L'ESG, je me tourne vers Yingying, justement. Alors, la Chine, bon ou mauvais élève en matière d'ISR et d'ESG, et est-ce qu'elle peut s'appliquer finalement des contraintes aussi fortes quand on est finalement, on va dire, l'atelier de fabrication du monde? Je dirais que c'est plutôt un élève en retard. Tout d'abord, je pense que c'est vrai que le premier relais de croissance dans les dernières décennies pour la Chine a été l'exportation. Donc, la Chine est devenue l'usine du monde. Mais l'enjeu aujourd'hui pour la Chine, c'est vraiment cette transition envers une économie davantage tirée par la demande intérieure et encore la montée en gamme dans la chaîne de valeur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on investit en Chine, au moins pour nous, DNCA, nous ciblons vraiment les sociétés qui sont mieux positionnées pour cette transition du modèle économique. Donc, en général, nous investissons dans des sociétés qui sont innovantes et proposer des produits et services à forte valeur ajoutée. Ça veut dire, en général, ce sont des sociétés qui sont moins polluants et qui valorisent bien les talents qui sont plus durs à attirer et à retenir. Et en matière de gouvernance, ce sont des sociétés innovantes et récentes et notamment, ils ont mis en place des mécanismes d'incitation et d'alignement d'intérêts et notamment via la mise en place des stock options aux bénéficiaires du management et ses salariés. Et l'objectif étant vraiment de garantir une création de valeur soutenable et aussi partagée entre les dirigeants et les actionnaires minoritaires. Donc, c'est vraiment autour de ce genre de nouvel type de société qu'on investissons et que chez DNCA, on appliquons exactement le même critère ESG, quoi que ce soit sur un fonds Chine ou sur un fonds Europe. D'accord. Alors, on va voir un autre pendant côté BNP, donc Paribas Asset Management, avec vous, Jessica. Donc justement, si on va un petit cran plus loin, on va parler effectivement, on va faire un petit peu un état des lieux des reportings ESG et des ambitions vertes aujourd'hui de la Chine. Alors, les progrès observés, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Chine envisage de surmonter tous ces obstacles ? Alors, j'aime beaucoup la formulation de Yingying qui parle de la Chine comme un élève en retard sur ses critères ESG. C'est tout à fait pertinent. Alors, en retard, mais omnubilé aussi par ces critères ESG. Alors, l'analyse ESG, pour resituer un peu le contexte, en Chine, aujourd'hui, elle est compliquée par la faible disponibilité des données. Quand on y pense, avant 2018, il y avait quasiment zéro communication sur ces données ESG, sur ces risques ESG dans les rapports des entreprises chinoises. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une très forte sensibilité, notamment sur les facteurs E, peut-être moins sur les facteurs S, sociaux, mais l'importance apportée sur donc, les critères environnementaux et de gouvernance sont très présents. Et on observe donc aujourd'hui ici sur le terrain vraiment beaucoup de progrès à ce niveau en termes de communication des données, couverture ESG, ça s'améliore en Chine. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette amélioration. Donc notamment l'inclusion des actions domestiques dans les indices, depuis 2018 notamment pour MSCI. Vous avez également donc Hong Kong qui, il y a maintenant 2-3 ans, a rendu obligatoire le reporting ESG. Et sans le Covid, ça allait être le tour également de la Chine continentale qui a repoussé du coup cette échéance à 2022.
cette focalisation, je dirais, sur ces aspects ESG sont également très présents dans la feuille de route, donc établie par, Xi Jinping, puisqu'effectivement dans le prochain donc plan quinquennal, le focus mis sur, l'économie verte, est extrêmement fort. Alors, ce que l'on observe sur le terrain, c'est que l'intérêt des entreprises chinoises pour ces critères ESG ne fait que s'amplifier, hein, que grandir. Donc, par exemple, sur ce graphique, on vous montre une très belle illustration. Le taux de réponse des sociétés aux questions sur les données ESG en Chine a littéralement bondi ces dernières années, bien plus par rapport à Taïwan et Hong Kong. D'ailleurs, on a même dépassé le niveau du taux de réponse aux États-Unis en 2018. On est légèrement en dessous du niveau taux de réponse en Allemagne. Donc, vous voyez, il y a une véritable, je dirais, prise de conscience sur ces aspects ESG. Mais ce que l'on observe, c'est que au niveau gouvernemental, la direction est très claire. Mais au niveau des entreprises, aujourd'hui, les sociétés sont perdues parce qu'elles n'ont pas obtenu les bonnes guidelines. En gros, les lignes directrices ne sont pas encore largement établies. Donc, il y a vraiment besoin de ressources ESG aujourd'hui sur place pour justement combler ce manque, pour pallier ce manque. Et ce que l'on a observé, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se fier entièrement aux données provenant des fournisseurs externes, puisque les scores ESG en Asie, notamment en Chine, ne reflètent pas nécessairement la performance ESG. Donc, c'est vraiment très important d'avoir nos ressources en interne, donc une véritable collaboration entre les équipes ESG et les équipes de gestion pour justement pallier ce manque de données et donc renforcer nos convictions. Donc, chez BNP Paribas Asset Management, on procède notamment à des activités d'engagement pour justement mieux comprendre justement ces inefficiences de données et à la fin, donc renforcer nos convictions. Donc pour nous, si je peux résumer rapidement donc ce point crucial sur l'ESG, l'ESG pour nous, ce n'est pas qu'une approche défensive, où on va juste appliquer un filtre pour filtrer les mauvais acteurs. C'est aussi une approche qui est, je dirais, offensive, enfin redoutable, parce que ça va nous permettre de créer des points de contact avec les entreprises et de potentiellement découvrir les prochaines tendances sur les marchés grâce à ces discussions approfondies. Alors, tendance, est-ce que les tendances, justement, Jessica, je vous coupe pour revenir vers Stéphane, justement, ces tendances, alors, sous couvert peut-être d'ISR, d'ESG, on va dire de tendance un peu trop énergivore, on l'a vu, la Chine a interdit le minage de la crypto-monnaie, elle vient d'interdire ces derniers jours effectivement aussi le paiement en crypto-monnaie. Alors Stéphane, finalement, est-ce que ce n'est pas un leurre et est-ce que finalement ce n'est pas le gouvernement qui utilise finalement ces critères ISR et ESG, un peu sous couvert effectivement, on va dire, d'être ESG, ISR, et bien finalement de pouvoir contrôler la stabilité de sa monnaie par rapport à des monnaies numériques aujourd'hui qui essayent de percer aujourd'hui? Là aussi, c'est un enjeu partagé par l'ensemble des autorités de régulation à travers le monde. Alors, c'est vrai que c'est plutôt un prétexte, on ne va pas se voiler la face. Néanmoins, bien que les intentions et les objectifs en termes de ESG, ça a été rappelé par Ying et Jessica, on y souscrit tout à fait. N'oublions pas, pour le résumer, que Pékin a aussi un objectif de neutralité carbone. Alors, c'est à horizon 2060, un peu plus lointain que le reste du monde, mais néanmoins, ce même objectif. Et le cahier des charges est là pour le mettre en place. Donc, il y a une route, il y a un chemin très clairement établi. Pour ce qui est du manage, effectivement, c'est plutôt un prétexte qui permet une reprise de contrôle. Il y a plusieurs instruments pour ça. D'abord, on est quand même dans un cycle qui est quand même très largement drivé par les politiques de banque centrale. Le cycle économique et financier que nous connaissons est quand même très largement impulsé par l'abondance des liquidités à travers le monde. Donc on voit bien toutes les problématiques de perte de contrôle potentiel des autorités et des banques centrales concernant l'émission monétaire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vu de toute façon d'un très mauvais œil par l'ensemble des banques centrales. Là, de ce point de vue-là, je dirais que Pékin a les instruments, à la fois en établissant sa propre crypto, c'est quand même un des objectifs, justement. Donc, du coup, éliminer la concurrence, c'est un des éléments, et assurer le contrôle, très clairement. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, comme tout bon prétexte, il y a un fond de vérité, ça permet en plus de réduire les émissions ESG. Donc, c'est un tout, et c'est un continuum qui permet de cocher beaucoup de cases pour les autorités. C'est peut-être pas la raison essentielle,
Mais en tout cas, ça participe à l'objectif et ça permet effectivement une reprise de contrôle. Alors merci effectivement à tous les trois déjà. Alors on va aborder un autre thème, effectivement très sollicité par nos partenaires qui nous regardent aujourd'hui. Bien sûr, c'est la stratégie de vos fonds, le sourcing, les moteurs de performance. Et là, sur le slide qui va se projeter juste à côté de moi, on voit effectivement aujourd'hui le poids des différents secteurs dans le PIB, dans le produit intérieur brut aujourd'hui. Et on voit qu'en 2010-2012, finalement, deux courbes vont s'inverser. Finalement, c'est le poids donc, des secteurs de l'industrie et des secteurs aujourd'hui des services, où finalement, il y a un écartement avec une prise de lead du secteur des services. Alors, finalement, la Chine, c'est l'atelier de fabrication du monde, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'elle est en train de changer de stratégie, d'opérer finalement une nouvelle orientation vers des secteurs à plus de valeur ajoutée? Là, je me tourne vers Jessica, BNP Paribas Asset Management. Aujourd'hui, quels sont les secteurs où la Chine ambitionne de devenir numéro 1, en l'occurrence? Et vous, est-ce que vous voyez des thèmes d'investissement à long terme? Alors, effectivement, la Chine fait face à des changements structurels, notamment depuis 2008, comme je l'évoquais en introduction, donc qui va vers plus de consommation, plus de services, plus d'innovation. Chez nous, nous identifions un certain nombre de thèmes, donc 3 thèmes d'investissement qui sont extrêmement phares et qui, selon nous, vont continuer à draver la croissance sur le très long terme. Donc, le premier thème, il s'agit de la technologie de l'innovation. Donc la Chine aujourd'hui a fait, face à une très belle transformation économique avec un progrès technologique, extrêmement excitant. Donc ces transformations sont effectivement soutenues par un certain nombre de facteurs, notamment la taille du marché intérieur, hein, qui est immense, les dépenses de recherche et développement beaucoup plus élevées, mais également un vaste vivier de talents. Je crois qu'aujourd'hui, il y a, probablement 8 fois plus de diplômés chinois par rapport, aux États-Unis, chaque année. Les tensions exogènes, donc notamment les tensions géopolitiques avec, les États-Unis, donc comme l'évoquait, Stéphane, hem, vont également, amener à, accélérer, le développement, en interne, des semi-conducteurs locaux, par exemple. Mais pour nous, l'innovation, ça va au-delà de la tech. Ce n'est pas que, ça ne va pas que développer les logiciels ou les matériels, les softwares, hardware. Ça va non seulement favoriser les secteurs de la nouvelle économie, mais également certains secteurs de de la vieille économie, notamment les industriels, les manufacturiers traditionnels qui vont adopter la digitalisation. Donc, les secteurs du type biens d'équipement, modernisation industrielle, tous ces secteurs vont être privilégiés dans notre portefeuille. Le deuxième thème, c'est la consommation, évidemment. Donc, notamment la montée en gamme dans la consommation. Aujourd'hui, les Chinois ne recherchent pas que les meilleurs produits, les plus chers sur le marché. Ils recherchent également, les meilleurs services. Ils recherchent l'expérience. Et donc il y a vraiment un taux de pénétration très important, une grande marge de croissance, dans ce milieu-là. Donc on voit vraiment des opportunités de croissance pour, les entreprises de premier plan, donc dans le secteur de la santé et en cela on rejoint parfaitement, également Yingning. L'assurance, on voit pas mal de champions nationaux émerger, notamment grâce à un certain nombre de facteurs comme, la hausse des revenus des ménages, le faible endettement des ménages chinois, mais aussi le profil, des consommateurs beaucoup plus diversifié. Et troisième thème, il s'agit de la consolidation de l'industrie. Alors pour nous, c'est un thème qui est très important également parce que c'est stimulé par plusieurs facteurs. Le resserrement, réglementaire sur les nouvelles, capacités, les pressions sur les coûts environnementaux, les coûts de financement beaucoup plus élevés, mais également cette modernisation de la structure industrielle, tout cela va participer à cette tendance de consolidation. Donc pour nous, les entreprises qui vont clairement se démarquer de la concurrence, ce sont ceux qui ne vont pas seulement se concentrer sur les revenus, mais également les entreprises qui vont se concentrer davantage sur la recherche et développement, sur la productivité, sur les coûts. Les secteurs dans la machine, les produits chimiques et un certain nombre de secteurs de la nouvelle économie, pour nous, font partie de ce thème d'investissement. Donc, ces 3 thèmes d'investissement, pour Voilà. nous, résisteront à l'épreuve du temps, quels que soient les facteurs externes ou internes, et aujourd'hui guident nos sélections de titres en portefeuille. Alors justement, on va y revenir concernant la construction de votre portefeuille juste après, mais on va voir un peu finalement le pendant côté DNCA Investment. On va parler un peu de stock picking, donc dans quel secteur vous avez fait le choix d'investir. Et finalement, on vient de le voir, elle a évoqué énormément de choses aujourd'hui, Jessica, par rapport à BNP Asset Management. Côté DNCA Investment, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie profondeur de marché? Est-ce qu'on peut réellement réaliser une gestion de conviction en Chine?
Oui, je pense que Jessica a mentionné beaucoup de secteurs, donc il y a vraiment une profondeur au marché chinois. Et nous, DNCA, en fait, nous aimons beaucoup de secteurs évoqués par Jessica, mais également, on voulait mettre en avance la thématique, la neutralisation carbone. Et là-dedans, on voit déjà des vrais acteurs leaders au niveau mondial. Tout d'abord, la véhicule électrique. Aujourd'hui, la Chine consomme la moitié du volume comme 2020. Et que en fait, autour de la nouvelle voiture électrique, c'est vraiment la batterie qui est au cœur du coût et aussi de la structure de la voiture. Donc, CATL, c'est par exemple le leader mondial dans la batterie pour les véhicules électriques. On a également Sanhua Intelligence. C'est une société qui est leader dans la solution thermique pour la batterie pour les véhicules électriques. Commencé par un partenariat exclusif avec Tesla. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en termes de technologie et part de marché numéro 1 dans le monde. Et aussi, tout comme la véhicule électrique, où la Chine a mis en place un plan ambitieux depuis des années. Dans le renouvelable, on commençait aussi à voir les sociétés chinoises commencer à récolter des fruits d'investissement d'années, des nombreuses années. Et notamment comme aujourd'hui, plus 80% des panneaux solaires sont en provenance des producteurs chinois. Et LONGi Green Energy est un leader global dans ce domaine avec une marge opérationnelle l'an dernier s'approche de presque 20%. Grâce à ses économies d'échelle, son avance en technologie et aussi son modèle verticalement intégré. Et à côté de ça, bien sûr, la Chine veut combler son retard dans les domaines où il voit énormément de besoins liés à la démographie comme la robotique, également semi-conducteurs. Il veut se rattraper parce qu'il y a un énorme besoin pour justement de remplir ces objets de développement de technologie. On aime également beaucoup la santé, même si c'est un secteur qui est beaucoup battu ces derniers temps. Mais je pense qu'il faut vraiment focaliser sur la partie innovante et que là, on voit vraiment de plus en plus de sociétés innovantes en Chine dans la partie médicaments et aussi des dispositifs médicaux. Et aussi la dépense médicale par capita, ça reste encore inférieur par rapport au monde développé. Donc, les services, il y aura aussi beaucoup de potentiel. Là, on aime notamment le diagnostic parce qu'on pense non seulement il y a des innovations là-dedans, mais aussi ça va être un outil très important pour justement contenir le coût du système santé. D'accord. Alors justement, si on va un cran plus loin avec vous, Jessica, et ensuite on donnera effectivement aussi la parole à Stéphane, mais un cran plus loin avec vous, Jessica, sur on va dire la construction de votre portefeuille pour essayer de bien comprendre côté BNP Paribas Asset Management. Après analyse des sociétés, comment vous construisez le portefeuille de vos fonds? Oui, alors effectivement, les marchés dynamiques sont extrêmement, les marchés chinois sont extrêmement dynamiques. Donc, de notre point de vue, plutôt que de considérer les entreprises mais via un prisme value, enfin valeur ou croissance, on va plutôt se focaliser sur les différentes phases de croissance d'une entreprise. Parce que selon la phase dans laquelle vous vous trouvez, l'entreprise va générer des profils de revenus complètement différents, un niveau de productivité complètement différent. Et donc, on va bénéficier justement de cette croissance à long terme. Donc, on a donc mis en place une approche extrêmement disciplinée, donc on appelle le cadre de croissance, qui est une allocation en portefeuille donc unique en son genre. Ce cadre de croissance est composé de 3 catégories. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle donc les moats ou douves en français. Donc vous imaginez ce fossé rempli d'eau autour du château qui protège le château. C'est vraiment une très belle image qui illustre bien ces sociétés qui sont dotées d'avantages compétitifs très forts et qui augmentent notre visibilité sur leurs revenus futurs potentiels. Alors, pour vous donner un exemple, TSMC, le spécialiste des semi-conducteurs à Taïwan, fait partie de cette catégorie. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les transformateurs. Donc, ce sont vraiment les entreprises qui sont sur le point d'atteindre un point d'inflexion dans leur croissance. Donc, ils sont sur le point de générer un potentiel de revenus de l'ordre de 30, 40, 50%, voire plus. Pour vous donner un exemple concret, une entreprise que l'on aime beaucoup, c'est WuXi Biologics, donc dans le secteur de la santé. C'est the plateforme tech pour les produits biologiques. D'ailleurs,
On aime beaucoup le comparer à TSMC. Pour nous, c'est le TSMC des produits, biologiques puisque, aujourd'hui, c'est vraiment la première entreprise à fournir des services de fabrication pour, donc les médicaments, enfin la biotechnologie pour les essais cliniques en Europe et aux États-Unis et donc pas que en Chine. D'accord. Et troisième catégorie, ce sont ce qu'on appelle donc les turnaround, donc les entreprises, enfin revirement, donc les entreprises de bonne qualité, mais qui ont traversé une période relativement difficile. Et aujourd'hui, ils sont sur le point de renouer avec la croissance. Donc c'est important de se positionner sur ces titres-là parce qu'on pense que ce sont les futures entreprises donc transformatrices. Donc vous voyez, cette approche est très complète puisqu'elle nous permet à la fois de capturer le potentiel d'AFA le plus élevé en Chine, mais si vous regardez de très près la manière dont ça fonctionne également comme un mécanisme de risque. Effectivement, si une catégorie ne marche pas, donc par exemple les turnarounds, les autres catégories, donc mode ou transformatif, pourraient donc compenser ces pertes en portefeuille. Donc ça permet véritablement de capter l'alpha tout en limitant les risques en portefeuille. D'accord. Alors donc on voit effectivement la construction un petit peu des portefeuilles, hein, la philosophie, hein, la stratégie côté BNP Paribas Asset Management, mais malgré tout les marchés chinois, et là je me tourne vers Stéphane, ont été plutôt chahutés depuis le début de l'année, hein. On en parlait effectivement aussi tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un vrai coup dur pour les marchés chinois ou pas, ou juste une correction comme certains marchés aujourd'hui? Et finalement, est-ce que vous, côté JP Morgan Asset Management, vous avez été confronté à une décollecte sur les fonds chinois et sur vos fonds? Alors sur le troisième trimestre, c'est vrai qu'on a à peu près 16% de baisse, hein, sur l'ensemble des marchés chinois, donc c'est significatif. Alors ça intervient après une superbe séquence 2019-2020, il faut l'avoir en tête aussi, où le niveau de surperformance économique et financière de la Chine avait été énorme. Donc effectivement, assez logiquement, on l'a évoqué ensemble, la Chine étant rentrée avant, ayant mieux résisté à la crise du Covid et puis étant rentrée plus tôt dans son cycle en réalité, en affichant une résilience de son économie en 2020, il faut le souligner, hein, rappelons-nous quand même, hein, là où le reste du monde affiche une récession énorme, eh bien, quelque part, le rythme de croissance s'est ralenti. Ça, plus les éléments réglementaires qu'on a déjà évoqués ensemble, eh bien, tout ça a été pesé sur le contexte du marché chinois et donc nous amène aujourd'hui à avoir des performances légèrement négatives depuis le début de l'année sur ce marché. Pour nous, ça constitue plus une pause qu'autre chose dans une tendance longue, puisque les tendances longues, on y reviendra, on l'a déjà évoqué à de nombreux égards, mais il y a un nombre d'opportunités incroyables concernant la Chine, à la fois bien sûr les perspectives de croissance long terme, la valorisation. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais la valorisation du marché chinois, à peu près 13 fois les résultats, est très en retard par rapport à ce que nous connaissons sur les marchés développés. Pour vous donner une idée, sans rentrer dans des chiffres tarabiscotés, on est sur le même niveau de décote par rapport au S&P 500 que celui auquel nous étions au début des années 2000. Entre-temps, on l'a évoqué, le modèle chinois a résolument changé, donc la décote semble excessive. Donc pour nous, c'est plutôt un moment d'opportunité sur ce marché. Et pour répondre à votre question concernant les flux, c'est vrai qu'on a le sentiment que cette conviction de long terme, elle est quand même plutôt partagée par nos amis investisseurs parce que nous ne connaissons pas de décollecte. La collecte a été très dynamique dans la première partie de l'année, en particulier au premier trimestre. Elle s'est bien évidemment tarie, donc aujourd'hui on a plutôt un filet de collecte, mais nos gestions sont plutôt au plus haut en termes d'actifs. Pour les 3 SICAV chinoises que nous gérons, globalement on est à peu près à 20 milliards d'actifs. C'est à peu près le plus haut historique que nous ayons en cours, donc pas de décollecte à ce jour. Pas de décollecte. Alors justement, je vais rester avec vous, Stéphane. Vous allez me voir venir tout de suite, hein, même si on sait parfaitement que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, hein. Si on soulève un petit peu le capot, qu'on regarde dans les différents moteurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet d'aller chercher de la performance sur vos fonds? Alors, sur les marchés chinois, je pense que les leviers de croissance ont été évoqués par Ying et par Jessica, donc je ne vais pas m'attarder sur le levier lié au développement de la consommation domestique ou sur les leviers de la technologie au sens large que nous partageons très clairement, hein. Le levier de la santé aussi, ce sont les 3 piliers globalement d'investissement de China Share Opportunities. Mais je pense que ce qui sont des éléments connexes et très importants, vous avez évoqué de nombreux chiffres qui sont très pertinents, hein. Le poids de la Chine dans le PIB mondial, 16 ou 19 selon qu'on le prenne en dollars constants ou en parité de pouvoir d'achat. Donc le poids de la Chine dans l'économie mondiale qui est très substantiel, plus de 12% de la CAPI mondiale et pour autant 4% du MSCI World All Country. Donc on voit bien l'écart considérable qui existe aujourd'hui, la marge de progression de la Chine dans les indices, le fait que les grands indices boursiers vont intégrer plus de Chine onshore en particulier. Ça, c'est vraiment une opportunité d'investissement très forte, en particulier dans un moment où la valorisation de ce marché est plutôt faible, avec des perspectives de long terme solides. Et puis, en gestion de portefeuille aussi, une des opportunités et un des éléments qui va nous intéresser structurellement dans la Chine, eh bien, c'est la décorrélation qu'offre le marché chinois, hein. Par rapport le CSI 300, qui est l'indice de référence du marché continental chinois, est corrélé à seulement 40% avec le S&P 500, 45% avec le MSCI World. Donc c'est un niveau de corrélation très faible. En gestion de portefeuille, ça apporte beaucoup de valeur. Et puis enfin,
on a un gisement qui est extrêmement vaste, 4000 valeurs cotées. Ça permet aux gérants actifs que nous représentons, tous les trois aujourd'hui, eh bien, de générer des alphas absolument colossaux. Puisque, pour vous donner une stat, des gérants troisième quartile sur le marché A ont généré sur les 5 dernières années en moyenne 300 points de base de surperformance. C'est quelque chose qui n'existe sur aucun marché dans le monde. Donc la Chine est un véritable plaidoyer pour la gestion active. Ce n'est pas un marché encore totalement mature. Ça laisse beaucoup d'opportunités pour des gérants actifs comme nous. Et justement, on va parler stratégie patrimoniale ensemble tous les trois. Jessica, aujourd'hui, dans une stratégie patrimoniale, justement à la vue des performances, et on vient de l'évoquer encore à l'instant avec Stéphane, on évoquait les différents secteurs aussi de la santé, entre autres avec Ying Ying. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un investisseur d'aller plutôt sur le marché chinois, finalement, plutôt que sur un pays, on va dire, autre, asiatique ou émergent, où encore une fois, on a un petit peu un État qui est moins présent et omniprésent qu'en Chine? Effectivement, la Chine joue un rôle prépondérant à venir. Donc la Chine offre clairement des perspectives de croissance et une maturité de marché qui est donc incontestablement forte. Donc déjà, je dirais, je vais me focaliser sur deux points. Déjà, d'un point de vue économique et d'un point de vue financier. D'un point de vue économique, vous l'avez vu en 2020, la Chine a été relativement résistante face à la crise sanitaire. D'ailleurs, ça a vraiment fait jour à un modèle de plus en plus autonome de la Chine qui repose de plus en plus sur la consommation. Et un certain nombre de thèmes sont extrêmement passionnants en Chine. L'innovation, la technologie, la digitalisation, l'infrastructure 2.0 avec la naissance justement de ces smart cities, hein, ces villes intelligentes. Il y a vraiment tout un écosystème qui se crée en Chine et qui va rendre justement donc, le futur de la Chine, enfin de la croissance chinoise encore plus innovante. L'économie chinoise aujourd'hui, elle est beaucoup mieux équilibrée que par le passé, notamment grâce à un certain nombre de réformes économiques structurelles. Et contrairement à un certain nombre de pays développés, la Chine aujourd'hui bénéficie également de beaucoup de marge de manœuvre, que ce soit sur le plan budgétaire, mais également monétaire, pour maintenir une certaine stabilité économique et financière. D'accord. Donc, la Chine présente de bien meilleurs fondamentaux. Le deuxième point, et je vais être rapide là-dessus, la Chine bénéficie également de facteurs techniques très favorables. Parce que la Chine voit une accélération de ses réformes de marché de capitaux. La Chine s'ouvre au monde, donc l'inclusion du MSCI, la vigueur du renminbi sont des arguments en faveur justement de cette accélération des réformes. Et surtout, la Chine continue de présenter des écarts de performance assez intéressantes par rapport aux pays développés. Donc, grosso modo, le niveau d'alpha moyen par rapport à leur indice de référence est beaucoup plus important en Chine par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Europe. Donc avec un marché inefficient, un marché des thèmes en pleine ébullition, une accélération des réformes des marchés de capitaux, vous voyez qu'ici, il y a vraiment beaucoup de vent arrière, donc favorable à l'exposition Chine. Et ce qui est très intéressant et que l'on observe de plus en plus ici, notamment en Asie, c'est que les investisseurs recherchent de plus en plus une exposition autonome à la Chine. Donc, ils ne veulent plus juste avoir une exposition en Chine pure offshore ou pure onshore. Ils veulent vraiment constituer une gamme chinoise dans leur portefeuille en plus de leurs investissements globaux. Alors Donc, justement, dans ce Jessica, contexte, là, je vous coupe effectivement parce que vous parliez à l'instant des facteurs. On a vu beaucoup de points positifs effectivement sur l'intérêt d'investir en Chine. On vient de le voir sur différents secteurs, à travers différents fonds. Mais je me tourne vers Ying Ying quand même parce que si on parle effectivement de facteurs effectivement profitables à l'investisseur, mais aujourd'hui, quels sont les facteurs de risque Ying Ying justement de cet investissement en Chine? Oui, tout à fait. C'est toujours très important de tenir en compte le facteur de risque. Donc, en Chine, je dirais tout d'abord, je pense que ce que nous avons eu cette année, c'est le risque réglementaire, politique, qui peut être plus important et plus conséquent. Notamment, c'est la façon de faire, ça peut être plus brutal, même si le fond, le rationnel reste derrière, reste toujours solide. Donc, ça, c'est un risque, et notamment pour les investisseurs étrangers qui n'ont pas un savoir-faire sur la région. Parfois, nous avons l'impression de comprendre rien, ce qui se passe en Chine. Donc, c'est vraiment important. D'où vient l'importance de s'appuyer sur des équipes qui ont la connaissance sur la région. Et un autre facteur de risque qui est plus spécifique à la Chine, que Stéphane et Jessica avaient aussi évoqué, c'est que je pense qu'on va de plus en plus investir sur le vrai marché chinois, c'est le marché A. Donc, il représente 4000 de sociétés, donc c'est le plus gros univers d'investissement
d'investissement pour la Chine. Et là, en fait, il y a effectivement plus de participation de la part du retail, même si cette partie est en train de se réduire. Donc, le marché chinois est aussi en cours de s'institutionnaliser, mais cependant, ça reste toujours important. Du coup, ça crée beaucoup plus de volatilité pour la performance. Les bons côtés de la chose, c'est que tout d'abord, ça crée plus de points d'entrée pour les investisseurs à long terme. Et deuxième point, c'est que même pour les small caps, on peut avoir des liquidités très importantes. Donc même pour les small caps, on peut arriver à acheter et vendre facilement. D'accord. Alors justement, là, je rebondis sur Stéphane. De votre point de vue aujourd'hui, quel devrait être le poids du marché chinois dans une allocation d'actifs dynamique aujourd'hui, 5, 10, 15, 20% dans une stratégie patrimoniale globale? Alors, vous m'avez laissé la question piège. La question piège, vous savez très bien que je ne peux pas y répondre. En fonction, ça dépend du profil de risque des investisseurs et c'est une situation particulière. Mais bon, on va donner une indication, effectivement. Globalement, on le voit bien, nous, on est favorable à l'investissement en Chine, donc ça devrait constituer une surpondération. Je l'indiquais tout à l'heure, c'est 4% des indices, c'est 12% de la CAPI mondiale. Si on estime au sein d'un portefeuille dynamique, donc sur la poche action, ça devrait être au moins 15% si on veut le surpondérer d'une poche action. Alors après, ça peut se matérialiser. Attention aussi, si vous avez déjà en portefeuille des fonds émergents, il faut avoir en tête que la plupart des fonds globaux émergents ont, selon les pondérations, entre 35 et 50% de Chine. Donc attention à ce qu'il y a déjà dans le portefeuille, à ne pas empiler des choses qui sont les mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles notre proposition se tourne vers le marché A, que Ying évoquait à l'instant, puisque là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans les fonds globaux émergents, donc beaucoup plus diversifiants. D'accord. Alors on arrive tout doucement vers la fin de notre webinaire. On va parler juste prospective quelques instants avec vous trois. On va rester avec Stéphane. Est-ce qu'il faut s'inquiéter malgré tout? On sent peut-être un ralentissement de l'économie chinoise qui était jusqu'à présent la locomotive du monde. Alors oui ou non, peut-être? En fait, on assiste à une normalisation de la phase de croissance chinoise. On l'a évoqué, les services prennent le pas. La consommation domestique va devenir le gros bloc en termes de contribution au PIB. Donc, ce sont des thématiques qui sont nécessairement moins dynamiques. Le niveau de croissance potentiel de la Chine est en train de baisser à mesure que son niveau de développement augmente. C'est totalement logique. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que dans le virage qui a été pris par les autorités chinoises, l'idée, c'est d'avoir un modèle de croissance plus pérenne, peut-être moins dynamique, d'où l'orthodoxie financière qui a été la leur pour contraindre notamment le levier, pour avoir des taux de réserve obligatoires dans le système bancaire qui sont encore à 2 chiffres. Donc on est très très loin de ce qu'on fait, nous, en investissant, en balançant des tombereaux de cash dans le marché. Donc on est sur quelque chose de plus durable, un niveau d'endettement beaucoup plus pérenne, c'est-à-dire que du coup la soutenabilité de la dette est beaucoup plus forte sur le modèle chinois, et donc ça nous permet d'être quand même très enthousiastes dans la durée de ce point de vue-là. On voit aussi que les PMI, donc les indicateurs avancés de l'activité en Chine, sont repassés au-dessus de 50 dernièrement, donc on renoue avec une trajectoire de croissance qui quand même reste vigoureuse. On est sur des niveaux de croissance qui sont quand même à peu près les mêmes que ceux de l'Europe pour cette année, pour une année qui est censée pas être exceptionnelle pour la Chine, entre 8 et 9% de croissance du PIB. Donc en prospective, on pense qu'à partir de l'an prochain, à mesure que la normalisation de l'économie s'est faite sur les marchés développés, le différentiel de croissance entre la Chine et le monde développé va de plus en plus à la faveur de la Chine, et que à la faveur d'une valorisation raisonnable qu'on a évoquée, les investisseurs vont retourner graduellement vers le marché chinois, qui reste un marché vaste, capacitaire, pas cher, offrant des perspectives de croissance solides. D'accord. Alors justement, Ying, aujourd'hui, en quelques mots, quels sont les grands enjeux de demain au niveau du modèle économique chinois? Pour moi, c'est vraiment ces transitions envers la consommation intérieure, la demande intérieure, et aussi l'enjeu de la modernisation et la montée en gamme de son modèle économique. C'est aussi comme ça que notre fonds est positionné vraiment pour investir sur ces thématiques qui vont aider le pays à réussir ce changement du modèle. D'accord. D'accord. Et Jessica, en conclusion sur cette partie prospective, justement, quels seraient les facteurs de risque? Là, on va regarder à très court terme, on va parler donc plutôt des marchés boursiers en 2022. Quels seraient les facteurs de risque principaux que vous voyez pour 2022? Effectivement, il y a certains. Il faut être extrêmement vigilant sur ces facteurs-là. Donc, évidemment, les tensions géopolitiques, comme l'avait évoqué Stéphane, la résurgence de nouveaux cas de Covid, comme l'avait évoqué Ying, ce sont effectivement des risques que l'on monitore de très près. Je me focaliserai sur un risque en particulier, le risque d'exécution, notamment dans ces périodes de pression réglementaire. Donc, vraiment, la manière dont les nouvelles réglementations sont effectivement appliquées, parce que ce qu'on observe, c'est que dans le passé, lorsque le gouvernement central faisait une annonce réglementaire,
les autorités provinciales, locales, n'exécutaient qu'environ la moitié de ce qui était requis. Mais de nos jours, pour faire preuve de loyauté, surtout durant cette période donc, de tourmente réglementaire, les autorités locales exécutent plus probablement toutes les directives du gouvernement central. Donc ils vont faire 200% au lieu de faire 100%. Donc nous, en tant que gérants actifs, évidemment, la prudence reste une qualité donc incontournable hein, en tant qu'investisseur. Donc on essaie vraiment de garder le prisme le plus objectif possible, surtout pour éviter de se laisser noyer par ces bruits de marché, tout en gardant vraiment un regard très critique. Mais surtout, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le marché chinois est très vaste. On a vraiment un spectre très large d'opportunités en Chine. Donc, avoir vraiment ce regard discrétionnaire, c'est très important pour pouvoir justement se démarquer d'une gestion passive qui ne va peut-être pas prendre en compte tous ces éléments quali dans la sélection de titres. Donc, pour conclure, je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est un, rester calme, 2, rester sélectif et 3, rester long terme. Alors justement, eh bien, merci Jessica. Donc on approche donc de la fin de notre webinaire. Donc en termes de conclusion, on a vu l'intérêt certain de rester positionné sur la Chine, d'investir effectivement en Chine. On a vu le potentiel aujourd'hui des développements. Aujourd'hui, Jessica, si on devait retenir en conclusion, les 3 ou 4 arguments clés pour vous, vous avez fait l'ouverture de ce webinaire. Donc, concernant votre fonds BNP Paribas Fund, China Equity et sur la Chine, je vous laisse démarrer. Quels seraient pour vous les 3 ou 4 arguments clés et forces à retenir? Alors, je vais résumer nos 3 forces principales. Donc, chez BNP Paribas Asset Management, nous avons une équipe locale expérimentée, donc l'équipe Chine, Action Chine. Elle est basée à Hong Kong et à Shanghai. Elle est entièrement dédiée aux stratégies Action Chine, à la fois onshore et offshore. Elle bénéficie également de ressources supplémentaires, notamment notre équipe Global Macro Research, notre économiste senior chinois fait partie de cette équipe. Notre équipe ESG, notre équipe Quant vont également soutenir notre équipe de gestion. Deuxième force, c'est vraiment notre stratégie. Donc, on suit une approche bottom-up de sélection de titres. Et ce qui nous différencie, c'est certainement ces 2 notions. Donc, le cadre de croissance que j'évoquais préalablement, qui donc est un modèle d'allocation unique en son genre et qui a pour but d'identifier les entreprises qui présentent des sources de croissance distinctes. Le deuxième point, c'est l'intégration ESG, qui est entièrement intégrée dans notre processus d'investissement. Et troisième point, probablement de loin le plus excitant, les rendements. Donc, on a fait preuve de rendement ajusté au risque très solide, puisque l'équipe a réussi à générer des sources d'alpha très diversifiées, tout en se focalisant sur l'atténuation des risques. Donc, ça nous a permis d'aboutir à une surperformance relativement stable, quelles que soient les conditions de marché, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc, aujourd'hui, le fonds BNP Paribas China Equity est dans le premier quartile sur 3 ans. Et en termes de collecte, nous avons multiplié par 10 la taille du fonds par rapport à 2018. Merci, donc, Jessica. en somme, Merci effectivement. On va faire un peu plus court, si je puis me permettre, effectivement, pour cette conclusion. Mais en tout cas, on a apprécié effectivement vos propos excellents. On a bien compris l'intérêt de votre fonds BNP Paribas Fund China Equity. Il y a encore énormément de choses à dire. Je vais laisser la parole, effectivement, avant qu'on nous coupe l'antenne, si je puis dire, à Yingying, donc Densea Investment. Donc justement, les 3 ou 4 arguments clés et forces pour votre fonds Densea Investment Sustainable China Equity, quels seraient-ils? Je pense que 2021, effectivement, c'est une année de reset pour la Chine. Reset, j'emploie un mot anglophone pour dire que réorientation stratégique pour le pays. Mais certainement, ça ne remet pas en cause l'investissement long terme sur le pays. Et je pense qu'après la correction, on est vraiment arrivé à des points d'entrée intéressants pour les investisseurs long terme sur le pays. Et que Densea Sustainable China Equity, en fait, on investit vraiment sur des sociétés de qualité qui sont bien positionnées aux croissances structurelle du pays et on les résume en 4 piliers, donc les 4 D, donc c'est décarbonisation, digitalisation et démographie et consommation domestique. Donc également, on a une flexibilité sur la capitalisation boursière, sachant que le fonds a été lancé à fin 2020. Également, on met au cœur de notre processus d'investissement les critères ESG. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Ying, je me tourne vers Stéphane, JP Morgan Asset Management. Stéphane, le mot de la fin, ou plutôt les mots de la fin. Si on devait retenir les 3 ou 4 arguments clés, avantages clients concernant la Chine, vos convictions et sur votre fonds, JP Morgan, donc China HR Opportunities Fund,
Quel serait-il, Stéphane? Merci, je vais essayer d'être bref. Vous avez compris la conviction qui est la nôtre, qui est partagée sur l'ensemble du marché chinois. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais plutôt sur ce qu'on peut proposer chez JP Morgan Asset Management sur le sujet. C'est vrai qu'on a la chance d'être à la tête d'une équipe de plus de 20 professionnels qui investit sur le marché chinois depuis le milieu des années 2000, puisqu'on avait monté une joint venture très tôt pour intervenir justement sur ce marché onshore. Donc on a la capacité d'aligner un historique de performance de très long terme, de très grande qualité. Notre expertise, ce qui va être clé dans notre fonds, c'est justement d'aller chercher les thèmes de croissance lisibles, d'essayer d'avoir justement une surperformance de ce point de vue-là, puisqu'on a dans l'indice de référence, on estime qu'on a une performance annualisée à attendre de l'ordre de 14% par an et sur notre portefeuille de 21% grâce à des meilleurs return on equity, grâce à des ratios de solvabilité justement qui sont aussi beaucoup plus raisonnables que la moyenne du marché. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez conservateur de ce point de vue-là, mais avec de la croissance lisible. Et je dirais que ces thèmes qui ont été mis en œuvre par l'équipe, eh bien, les résultats sont plutôt probants. C'est-à-dire que globalement, je parlais des niveaux de surperformance moyens affichés par les gérants qui sont déjà colossaux. On a la chance d'avoir une équipe qui, depuis le lancement du fonds de la SICAV en 2015, on est à plus de 8 points de surperformance annualisée par rapport à l'indice de référence. C'est absolument colossal et pour nous, c'est une opportunité à aller chercher en particulier sur ce marché-là, qui est celui sur lequel l'intérêt des épargnants et des autorités chinoises est aligné avec celui de nos investisseurs, donc à prioriser de notre point de vue. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois, Ying, Jessica, Stéphane, pour tous ces échanges de très grande qualité. J'espère qu'ils vous auront donné donc une nouvelle vision, une vision dans la continuité effectivement aujourd'hui d'investir et de l'intérêt de rester positionné et d'investir sur la Chine à travers effectivement des fonds, des allocations d'actifs au sein des contrats d'assurance vie et de capitalisation. En tout cas, donc Jessica, Stéphane et Ying, encore merci. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain webinaire donc Ageas Patrimoine. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.